Petite introduction sur la transmission depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Mishnah Brura. Bien entendu, on va le faire très succinctement, comme on a l'habitude, et on va le faire très vite, comme on a l'habitude. Ça veut dire quoi? La Kodesh Baruch Hu a donné une Torah écrite, 5 livres. Que Behemet, les Nevim et les Ketuvim aussi font partie de la Torah. Cette Torah écrite, elle a été donnée avec 13 principes. 13 principes par lesquels la Torah, elle est déduite et comprise. C'est comme une boîte à outils, qu'on vient et on nous met là-bas un chantier, très très beau déjà, mais qu'après il va falloir commenter, et que Moshe Rabbeinu y descend, et il explique la Torah à Israël à voix haute de chaque chose qui est marquée. Il a expliqué 4 fois, chaque juif l'a écouté 4 fois l'étude de la Torah, et on le voit par allusion, qu'il y a toujours 4 lignes au-dessus de la Gemara, dans le Pirouche de Rashi de Tosfot, toujours 4 lignes, 4 fois la Torah a été transmise, et elle n'a pas été transmise seulement de dire Vayomer, etc., mais le commentaire oral. La dimension orale de la Torah, ce qu'on appelle l'oralité de la Torah, est consubstantielle à son message écrit. D'ailleurs, les chrétiens ou les autres, qui ont voulu s'attacher parfois, comme aussi les Karaïtes, au texte de la Torah écrite uniquement, ne peuvent comprendre la portée du message écrit, car il comporte volontairement certaines contradictions d'ordre de la lettre qui nous font aller au-delà de la lettre. C'est impossible d'aller que sur la lettre. Quand on nous dit œil pour œil, ça ne veut pas dire que si quelqu'un il t'a crevé un œil, tu dois lui crever son œil. Et la Gemara, par exemple, notre Tevakama au 8e chapitre, va démontrer pourquoi c'est impossible de dire comme ça. Il existe une oralité d'ailleurs à laquelle, d'après la transmission de Chazal, les non-juifs n'ont pas accès sur le plan ontologique. Ça veut dire quelque chose, Mishpatim Malidaoum. Premièrement, qu'on ne peut pas enseigner cela. Quand ça ne concerne pas des lois qui sont des lois noachites, mais plus encore au niveau ontologique, il y a une sorte d'inaccessibilité par rapport à la composition de l'âme, qui fait qu'il n'y a qu'un juif qui peut avoir une certaine alliance avec Akadosh Baruch Hu, dans ce qui s'appelle la Torah orale, et qui fait que Behemet, la Torah orale, elle explique la Torah écrite. Il y a marqué dans les Chachamim quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans la Gemara, on nous dit qu'on n'a pas le droit de dire par cœur des choses qui sont dans la Torah écrite. Sauf exception, par exemple, du Kriyat Shema ou du Kiddush, du texte qu'on connaît par cœur super bien, et que c'est une permission. Normalement, chaque fois qu'on doit dire un verset, on doit le dire dans les mots. On n'a pas le droit de dire par cœur des choses qui sont marquées dans le Chumash, ni dans le Nevim ou Ketuvim, ni dans les prophètes et les hagiographes. Alors que la Torah orale, ça veut dire Mishnah, Gemara et les Midrashim, normalement, on n'aurait pas le droit de les écrire. Ça veut dire Midina de Gemoret, ça veut dire à l'époque qui vient depuis que Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah, et jusqu'à ce qu'on soit forcé de l'écrire, on n'avait pas le droit de l'écrire. Pourquoi on n'avait pas le droit de l'écrire? Le Kriyat Sefer, un commentateur extraordinaire, il dit c'est parce que Hachem il voulait que l'oralité de la Torah elle soit tellement choyée et chaviva, chère aux yeux des tzadikim, que quand on a peur d'oublier quelque chose, on le répète tout le temps. Par exemple, quelqu'un vous donne un numéro, il dit appelle-moi, j'ai une bonne affaire pour toi, 01 48 29, ta. Le type, il a peur de l'oublier, il va dire 01 48 29, 01 49, 01 49. Il n'a pas où l'écrire, il dit 01 49. Les gens disent tu vas bien, 01 49, oui, je vais bien. Il dit qu'il y a un sefer, la Torah orale, elle devait rester orale pour que celui qui la porte, comme c'est une oralité, il va en avoir peur de la quitter. Donc il aura une tvekout, un attachement à la Torah orale, ou ad vitam aeternam ad libitum, toute la vie il va répéter tout le temps Torah. Seulement il y a une période où les Romains ils ont attaqué Am Israël et ils ont mis en péril la pérennité de ce message oral. Ça veut dire qu'on n'avait pas le droit d'étudier la Torah, ça veut dire qu'on avait des risques de perdre cette Torah orale, qui est la richesse du peuple juif, la puissance du peuple juif, c'est la Torah orale. Aussi la décision a été prise en vertu du principe qui dit « Et la sot lachem et feru toratecha » quand, parfois, il est question de perdre même la Torah, on a le droit même de déroger au principe de la Torah pour prévenir et préserver la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, quand aura hatcha comme besoin du moment, le seul moyen de pérenniser la Torah, c'est d'enfreindre des interdits de la Torah, certains le permettent. C'est l'histoire, par exemple, de Eliaou sur le mont Carmel, ou certaines choses qui ont été permises, parfois même le jour de Yom Kippour, dans des situations extrêmes, alors que normalement, on ne peut jamais déroger à certaines règles, parce qu'il y a des moments où il faut agir, il faut bouger, il faut sauver la Torah. C'est pourquoi
la rédaction et la compilation, premièrement de la Mishnah, en 6 ordres, 6 dossiers, 6 sujets, Shisha Sidre Mishnah, par Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Judas le Prince, qui réunissait à lui, de manière unique et singulière, l'excellence de la richesse et l'excellence de la Torah, a compilé tous les enseignements généraux et génériques des différents avis sur le texte de la Torah. Où on retrouve des discussions entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yoshua, Rabbi Shimon, etc. sur tous les sujets de la Torah en 6 catégories. On peut s'en rappeler par un moyen mémotechnique, puisque les 6 ordres de la Mishnah se retrouvent dans les mots Zman Nakat. Zain Mem Nun, Nun Kuf Tet. Zman, c'est Zain Zraim, on étudie en ce moment le traité de Péor et Midrash, fait partie de l'ordre de tout ce qui relève de l'agriculture, Zraim. Même c'est Moed, tout ce qui touche aux problématiques liées au temps, c'est-à-dire l'éphéméride et le calendrier juif, dans ce que ce soit Shabbat, Sachim, les lois du Hérouv, les lois de Shkalim, les lois de Shavuot, de Sukkot, tout ce que l'on veut seront traités dans cet ordre-là. Ensuite, Zain, même Nun, premier Nun c'est Noshim, les lois du rapport de l'homme vis-à-vis de la femme, où on retrouve les traités de Kiddushin, Nazir, Sota, Ktuvot, Yevamot. Deuxième Nun c'est Nezikim, l'ordre des dommages, c'est-à-dire un homme vis-à-vis de son prochain. Kouf, c'est Kochim, les lois qui régissent tout ce qui touche au domaine du service au temple, c'est-à-dire Kochim, ce sont les korbanot, les sacrifices, les holocaustes. Et le dernier, c'est le Tet, qui réfère à tout ce qui s'appelle Taharot, c'est-à-dire les lois de pureté et d'impureté, c'est-à-dire d'accès ou non à certains types de services, à certains types de consommation de certaines choses au temple. Dans cet ordre de transmission, c'était déjà quelque chose d'innovant, d'innovateur on va dire, et une permission spéciale que permettent d'écrire des Mishnayot. À l'époque, on disait par cœur. Sur ce verset-là, il y a 2 manières de comprendre. Rabbi Yehuda dit que, non, dit que. On le disait à l'oral. Désormais, on n'étudie plus seulement dans le rouleau de la Torah, mais on a des livres où on a des Mishnayot qui sont écrites. Cependant, la dégringolade et les risques de perdition de cette Torah orale qui demandait à ce que la Mishnah elle-même, comme on le voit tel qu'on l'étudie, c'est très puissant et c'est très complexe. Il y avait autour de la Mishnah, un peu comme à l'époque, le Chumash nécessitait un commentaire, la Mishnah elle-même nécessitait un commentaire. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le Talmud. Eh bien ce Talmud, tant qu'il a pu être gardé oral sur la Mishnah, qui elle-même devait être orale mais qui a été écrite, c'était bien. Seulement, à une époque un peu plus tardive, même la transmission orale des commentaires de la Mishnah, c'est-à-dire de la Gemara, ont été mis en cause. Cette pérennité a été mise en doute. Est-ce que Béhémet on va nous laisser ou pas? On était dans le risque. Bien entendu, il s'agit d'une transmission, d'une tradition qui porte un enseignement dont, sans en juger de la profondeur même de ces pages, quand on voit le Talmud, on voit 2700 pages. Donc parfois, une page peut prendre, à ceux qui l'étudient correctement, 1 mois d'étude. Aussi, il est vrai quand on parle de pérenniser un texte qui fait 2700 pages de nage, on va dire, sous-marine, dans les océans les plus profonds de la pensée, et des problèmes de l'existence et de l'application des mitzvot, il s'agit de pérenniser quelque chose que si on le perd, Chas v'Shalom, c'est quelque chose de dramatique. C'est pourquoi, et bien que parfois soumis à certaines censures, le Talmud a été rédigé, et nous en avons aujourd'hui, ce qui est par exemple le Talmud de l'édition de Vilna, c'est la plus répandue, qui nous permet d'avoir classifié par traité et par ordre de page, toujours commençant à la 2e page, Bet, jamais Aleph. On dit d'ailleurs que Daf Aleph, c'est les initiales de Derech Eretz, c'est-à-dire de la bienséance et des règles de discipline, du respect de l'autre, qui a une préséance même à la Torah, Derech Eretz Kadma la Torah, avant d'ouvrir sa Gemara, Daf Bet. Il faut d'abord avoir le Daf Aleph, ça veut dire le Derech Eretz, sinon c'est pas la peine de venir au Bet Midrash. Quoi qu'il en soit, on voit que
on a 2700 pages talmudiques qui sont répertoriées par traité. C'était extraordinaire, n'est-ce pas? Cependant, Rabotai, quand on les a, ça ne suffit pas de les avoir. On raconte la blague, j'ai un maître qui raconte qu'une fois il y a un bonhomme qui rentre dans une librairie juive, puis il dit je voudrais acheter le traité de Makot, on lui dit ça coûte 50 francs. Alors il sort 50 francs, il paye. Et puis la dame était derrière, elle dit bonjour, je voudrais acheter les 20 tomes de Talmud. Alors il dit oui, c'est 10 000 francs. Il dit ah bon, mais je ne comprends pas bien monsieur le vendeur. 20 fois 50, ça fait pas 10 000, ça fait 1000. Il dit oui, mais lui il achète une parce qu'il veut learn, il veut étudier. Toi tu achètes 20, c'est parce que tu veux être décoratif. Si, ce qui est décoratif, c'est un beau cadre, ça vaut 10 000. Ce qui est pour learn, pour étudier, ça coûte 50, c'est du tachles. C'est pour être pragmatique et étudier. L'important, ce n'était pas de les avoir, c'était de les étudier. Le problème, il est que les sujets dans cet océan talmudique ne sont pas regroupés par thème avec une syntaxe stricte et cartésienne aux yeux du lecteur qui dit on commence l'heure de Mila, début jusqu'à la fin, et tu ne retrouveras le sujet de Mila nulle part ailleurs, tout est là. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. On le sait bien quand on étudie un tout petit peu le Talmud, c'est que des fois même dans la même page, il s'agit d'un sujet, puis d'un autre qui, des fois, parce qu'il a été porté par le même porte-parole, eh bien, on cite 2, 3, 4 sujets, puis on revient à un autre sujet, et cela dans les 2700 pages talmudiques. Aussi, pour rétrocéder, pour rendre compte de la globalité d'un sujet, il faut savoir où dans le Talmud on peut trouver ce sujet aux différents endroits, faire une recherche, on fait comme ça, on tape, voilà, le sujet de Mila, où on le trouve dans le Talmud, faire l'étude dans tous les endroits, comparative, synthétique, jusqu'où on va dans ce sujet. Parfois le Talmud ne tranche pas, donc trancher des sujets, puis ensuite avoir quelque chose dans la main. Et cela pour tous les sujets. Ça a été le travail progressif des Rishonim, des sages du Moyen-Âge. Au début, le Rosh, Rabbeinu Asher, le Rif, le Rav El-Fassi, le Mortri et d'autres ont fait quelque chose déjà qui était une première étape là-dedans. C'est qu'à la fin des traités talmudiques, sur chaque traité, ils n'ont ramené que les conséquences synthétiques de ce qui a été dit dans le Talmud. Par exemple, on a une discussion Abaye et Rava qui discutent pendant 3 pages. Après, on a une conséquence halachique. Le Rosh, le Rif et d'autres Rishonim de la halakha ont, à la fin de chaque traité, on dit voilà, quand tu veux savoir le résumé de ce qui se passe au niveau de la loi, tu regardes là-bas, le Rosh, il dit tac, 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 et la loi est que nanana. Quand la loi n'est pas tranchée, il prend position. Le Rif, la même chose. Seulement, fallait-il encore savoir où la Gemara, dont tout le Talmud parle du sujet, pour aller voir ce que chacun de ses maîtres dit à la fin de chaque traité. Donc c'est un truc de fou. Je donne un exemple. Si le traité de Mila est traité dans le traité de Shabbat, et on en parle aussi dans le traité de Yeruvin, et dans le traité de Moed Katan, et dans le traité de Nida, il faut regarder les 4 endroits, il faut regarder le Rosh dans les 4 endroits pour en faire la synthèse. C'est impossible. C'est possible, bien sûr, mais pas à notre niveau. C'est là que sont arrivés 2 auteurs qui ont révolutionné l'histoire de la transmission de la Torah. Plus ou moins à la même époque. Ça a commencé par le Rambam, qui lui a codifié en 14 catégories, dont on peut retrouver dans le nom de son ouvrage l'allusion, le Yad HaChazaka, les 14 catégories de lois. Là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les lois qu'il connaissait par cœur sur le bout des doigts, pas seulement dans le Talmud de Babylonie, mais le Talmud de Jérusalem, et il est venu par catégorie de thèmes, au sein desquels il a mis des catégories de lois. Dans les lois des bénédictions, il a un temps et tant de chapitres. Dans chaque chapitre, il a une partie du sujet. Et dans chaque sujet, il a mis toutes les conséquences pratiques des lois. Ça veut dire que tu regardes le Chumash. Des fois, il n'y a pas grand-chose parce qu'il y a 1, 2, 3 versets qui parlent du sujet. Et il y a 1500, 2000 ans d'histoire entre ce Chumash-là et ce que le Rambam a pu faire, qu'il a pris toute la transmission orale sur les versets de la Torah. Toutes les synthèses des Marlokot, Rabbi Yehuda, Rabbanan, ceci, cela, comment expliquer Rabbi Yehuda, comment expliquer Rabbanan, la Gemara, le si, le sana, et il te dit, la halakha est que dans tel cas, nanana, dans tel cas, nanana. Magnifique, milléfique. Ça veut dire que le Rambam, il a fait un livre, qu'on peut ouvrir son livre et savoir ce qu'Hachem y veut au quotidien dans tous les sujets. Yad HaChazaka.
La spécificité de Yad HaChazaka en plus, c'est qu'il ne parle pas seulement des lois qui sont applicables, bismanazé, tant que le temple n'est pas reconstruit, mais il parle même des lois de Kochim et Taharot, des lois des Korbanot et de pureté et impureté, des lois du lépreux et des lois du Yovel, toutes les lois qui seront appliquées et applicables Bimerabeyamen quand le Mashiach arrivera. Aussi le Rambam a fait un travail gigantissime. Seulement, il a été critiqué. Car lorsqu'il cite, il ne dit pas, la Gemara dit là-bas que nanana, c'est pourquoi nanana. Non, il a juste dit, un juif a l'obligation de, lorsque si ça, il fera ceci. Lorsque... Et là, son plus grand opposant, le Rav Avraham Ibn Daoud, le Ravad, celui qu'on appelle le Raïvet dans les yeshivot, qui a écrit surtout l'ouvrage du Rambam des Hasagot. Hasagot, ça veut dire des pics là où il n'est pas d'accord. On retient souvent qu'ils ne sont pas d'accord, mais ça veut dire que partout où il n'a rien dit, c'est qu'il est d'accord. Comme Bet Shammai et Bet Hillel, on pense qu'il s'est chamaillé toujours. Mais on oublie qu'il s'est chamaillé les Shem Shammai, que c'est seulement quand ils n'étaient pas d'accord. Et que Bet Shammai et Bet Hillel, il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils sont d'accord. Il n'en reste pas moins que le Ravi Avraham Ibn Daoud dit dans son introduction sur le Rambam, Shina miderech hamechabrim, il a changé de tous les auteurs, ce Rambam, que toujours dans le peuple juif, on a toujours amené les références, et lui, il n'a pas ramené les références. Ratzal et Aken velotiken. Il a voulu faire quelque chose de bien, mais il n'a pas fait quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que vous savez que les gens fous, les gens religieux, ils ont certains principes, qu'ils veulent qu'on transmette les choses comme le bon Dieu il a dit de les transmettre. Et ils avaient raison. Seulement, il y a un homme qui s'est levé et qui a dit, mais vous avez un problème parce que vous ne connaissez pas les références de Rambam. Quand vous ne connaissez pas, moi je vous le donne. Et il a écrit halakha après halakha sur tout ce que la vie a pu lui donner, la possibilité. Chaque fois que le Rambam dit une halakha, il a annoté à côté, ça c'est une Gemara dans Psachim à telle page, ça c'est une Gemara dans Moed Katan à telle page. Qui était-il? Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, avant d'arriver à parler même de son ouvrage de Shulchan Aruch, la table dressée, dont on m'a parlé tout à l'heure, il a tout d'abord, dans chacun des tomes du Rambam, écrit, chaque fois que le Rambam amène une loi, le Rambam écrit Aniva Muteret, le nœud par exemple de cravate, sera permis de Shabbat. Le Fishena Mitralefet Bekshira, parce que ça ne peut pas se changer et devenir un nœud stable et fixe. Il va nous dire, etc. Il vous dit, est-ce que c'est la viande de la Gemara d'Af Kufyut Gimel dans le Shabbat, page 113, ou bien c'est le commentaire de certains auteurs du Moyen-Âge sur ce texte, et sur chaque halakha, qui dans le Rambam ne mentionne que la loi pratique et pas sa référence. Le Rabbi Yosef Karo a fait un travail extraordinaire pour répondre aux accusations, qui voulaient même faire un autodafé de Rambam. On voulait brûler le Rambam. Qu'est-ce que c'est celui-là? Il a innové. Ah, il est génial, mais tous les juifs ils sont géniaux. C'est pas un ridouche d'être génial. Il faut être génial comme un bon juif. Si tu es génial et que tu changes du délire de la Torah, c'est pas génial. Rabbi Yosef Karo a fondé, a donné ce qu'on appelle Kesef Mishneh, ça veut dire il a donné la force au Mishneh Torah. C'est le pseudonyme du nom du livre du Rambam. Il a donné le Kesef, la puissance et la fondation à ce livre qui, si ce n'était que le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, avait donné ses références systématiques, alors peut-être que les gens n'auraient pas pu profiter du Rambam de la même manière. En parallèle et un peu plus tard, un autre Rav s'est levé pour faire le même travail, mais avec un autre éclairage. Il s'agissait du fils du Rosh, Rabbi Yaakov ben Arosh, ou Rabbi Yaakov qu'on appelle Baal HaTurim. Le Rosh Rabbeinu Asher avait quant à lui donné, après chaque traité talmudique, les lois. Le tour, voyant l'immensité et l'éparpillement, bien entendu puissant et réfléchi, des sujets dans l'océan talmudique qui ne sont pas thématisés, lui, il a thématisé en 4 parties les lois. Le Rambam l'a fait en 14 parties, lui, il l'a fait en 4 parties. 4 parties, et là-bas, il met, première partie, Orach Chaim, c'est ce qui parle, et c'est ce qu'on étudie au Beth Midrash souvent, c'est la partie qui parle des lois de la Tfila, des bénédictions et des fêtes. Even Ezer, les lois des relations, un homme dans ses devoirs et ses obligations vis-à-vis de son épouse.
Rochel Mishpat, les lois de l'engagement et des responsabilités d'un homme vis-à-vis de son prochain. Et quatrième partie, Yoredea, on va dire que c'est tout le reste. Mais en gros, il s'agit des lois qui demandent une expertise et une connaissance d'experts. Par exemple, les lois de Kashrut, les lois du deuil, les lois de toutes sortes de choses. Les lois de Nida. Dans ces quatre catégories, il y a des sous-parties, ou par exemple dans la partie de Rachaim, on va voir les lois de Kriyat Shema, avec une numérologie, depuis article numéro 1 jusqu'à article par exemple 600 quelque chose, qu'on va avoir des articles. De la même manière dans Even Ezer, dans le code de loi dont on a parlé des engagements vis-à-vis de sa femme, Rosh Mishpat vis-à-vis de son prochain, Yoredea, les lois d'expertise. Et là aussi, même s'il a cité ses prédécesseurs du Moyen-Âge, rarement il ne mentionne les lois depuis le Talmud. Aussi, même critique, il va être critiqué et même accusé. Comment vous avez pu écrire un texte que nous on est des Juifs depuis toujours, où on transmet la transmission de la Torah en expliquant chaque fois où tout est marqué, et vous allez innover? Et le même auteur, dont on ne peut même pas comprendre comment en une seule vie, il a pu rédiger le commentaire et l'explication, même d'un seul de ces deux ouvrages, Rambam, ou bien sur le Tour, le Rabbi Yosef Karo s'est adonné à donner les références sur chacun des mots qui ont été ramenés dans le Tour. Premièrement, pour mentionner dans Beth Yosef, chaque fois qu'il y a une loi, il te dit, bah écoute, c'est marqué là-bas dans la Gemara d'Av Kaftet, dans tel traité, avec le commentaire de Rashi. Donc, il vient tout d'abord fonder sur la totalité de toute cette collection que vous avez là-bas, du Tour, au deuxième étage là-bas au milieu, où il a amené la référence de chaque loi, mais plus que ça, il a aussi comparé et confronté, presque systématiquement quand il le peut, l'opinion du Tour avec l'opinion de trois auteurs. Le Roche, le père du Tour, qui de manière générale est toujours cité par son fils, quand il a quelque chose à dire sur ce sujet. Le Rif, Rabbeinu Al-Fassi, et le Rambam, Maïmonide. Autrement dit, lorsque l'opinion du Tour est rapportée sans référence, premièrement, quand on étudie le Beth Yosef, on y trouve une référence. Magnifique. Tu regardes le Tour, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est codifié, c'est beau, c'est carré. Tu commences au début de la loi, tu termines, tu connais toutes les lois sur le sujet. Extraordinaire. Oui, mais d'où ça vient? Celui qui répond à cette question, le premier, c'est le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo. Tu peux savoir dans le Talmud où trouver ce qui fonde la loi pour le Tour. Deuxièmement, on y vend des divergences d'opinion sur ce sujet, puisque parfois un sujet entre la Torah, le Talmud et la loi Halakha Levinsé, l'époque du Moyen-Âge a été très turbulente dans les confrontations de ces hommes qui ont su prendre des positions puissantes pour trancher les sujets. Trois pôles ont été choisis comme trois piliers sur lesquels la table de la halakha va être dressée dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, qui sont le Roche, Rabbeinu Asher, le Rif, Rabbeinu Al-Fassi, de Fès, et le Rambam, Maïmonide. Aussi, presque systématiquement, le Beth Yosef va nous aider et nous aiguiller pour nous dire, voilà, le Tour, voilà ce qu'il a dit, ne vous inquiétez pas, voilà d'où il le sort. Par contre, la position qu'il a prise sur ce sujet qui vient de là-bas, sachez que son père a dit comme ça, ou bien des fois il n'est pas d'accord avec l'interprétation qu'il a donnée de son père. Le Riv a dit comme si, quand c'est le cas, le Rambam a dit comme si, et à la fin on a quelque chose de spécial. C'est que le plus souvent, quand le Beth Yosef a une position franche sur le sujet, à la fin il dit, et puisque le Roche est le Rambam, ou le Rif est le Rambam, ou le Rif est le Roche, enfin, qu'il y ait une majorité parfaite ou imparfaite, une unanimité ou non sur le sujet, le Rabbi Yosef Karo nous renseigne de son opinion sur le sujet. Souvent, il amène aussi d'autres sages du Moyen-Âge pour étayer le sujet. Il amène des fois le Talmud de Jérusalem. En deux mots, on voit trois choses dans le Beth Yosef. Premièrement, référence au Tour. Le Beth Yosef, c'est l'ouvrage de Rabbi Yosef Karo sur le Tour.
Le Kesef Mishneh, c'est l'ouvrage de Rabbi Yosef Karo sur le Rambam. Dans Beth Yosef, l'ouvrage de Rabbi Yosef Karo sur le tour, il y a trois choses qu'on voit. Premièrement, la référence de ce qu'il a dit le tour. Deuxièmement, confrontation de son opinion avec celle du Roche, du Rif et du Rambam. Troisièmement, des informations nécessaires à faire le tour du sujet qui, selon le Beth Yosef, manquent et dont il est nécessaire de faire mention pour faire le tour de tout le sujet. Par exemple, il citera le mari à boivre, par exemple, il citera le Touma d'Adeshen ou d'autres poskim. Il faut savoir que déjà, allez, on va dire, sur l'ouvrage du tour, un auteur apparaît, le Darkei Moshe, Rav Moshe Isserles, qu'on retrouvera ensuite dans les petites écritures dans le Shulchan Aruch, celui qu'on surnomme celui qui est le possèque des Ashkenazim, mais qui est en réalité pas le seul possèque des Ashkenazim, parce qu'il ne s'agit pas ici de Sfarad Ashkenaz, mais d'écoles de psycha, c'est-à-dire d'écoles avec certaines méthodes et certaines transmissions, comment on tranche la loi. C'est que lui, si Rabbi Yosef Karo ne fait référence principalement qu'à trois auteurs qui sont le Roche, Rabbeinu Asher, le Rif, Rabbeinu El-Vassi et le Rambam Maïmonide, le Darkei Moshe, Rav Moshe Isserles, pour décider de la loi, prend en considération aussi d'autres auteurs du Moyen-Âge, qui sont par exemple le Montri, le Rashba, d'autres Rishonim extraordinaires qui, pour lui, vont rentrer dans ce qui va faire la majorité, parfaite ou imparfaite, qualitatif parfois parce qu'il y a un avis qui prédomine, même si il peut des fois être isolé, on rejoint par une ou deux opinions contre plus, afin de venir et de dire ce que le Beth Yosef a dit là, je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense qu'il faut trancher autrement. Après cette époque, on arrive à l'époque qu'on appelle l'époque du Shulchan Aruch. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Shulchan Aruch? Eh bien tout simplement, Rabbi Yosef Karo, après avoir fait ce travail extraordinaire, magnifique, gigantissime, de donner les références pour les paroles du Tour et les paroles du Rambam, eh bien, il restait à codifier son livre de loi. Ça veut dire que lui, il avait deux choix possibles. Soit il choisit de faire la méthode en 14 catégories, comme le Rambam, soit la méthode en 4 catégories, comme le Tour. La singularité du Tour par rapport au Rambam, c'est qu'il n'y a que 4 catégories, c'est vrai, mais aussi, il ne s'agit que des lois qui sont applicables en ce moment. On ne parle pas des corbanotes, on ne parle pas de la purification, on ne parle pas de toutes ces choses-là qui auront leur application qu'à partir du moment où le temple sera reconstruit. Aussi, et pour des raisons qui sont les siennes, peut-être qu'un jour on regardera l'Akdama, l'introduction que le Rabbi Yosef Karo fait sur le Shulchan Aruch, que ce serait très intéressant. Le Rabbi Yosef Karo a préféré se calquer sur la numérologie et la catégorisation qui a été faite par le Tour en 4 parties, pour que chaque fois que on voit qu'il y a marqué Siman Samerchet, pour le trouver dans le Rambam, on ne va pas trouver Siman Samerchet. Dans le Rambam, il n'y a pas, c'est pas marqué comme ça, parce que c'est pas en 4 catégories, et même s'il y a marqué les lois de Kriyat Shema, pour les trouver, on ne trouve pas comme ça. Il faut chercher un peu différemment. Par contre, chaque fois qu'une loi est mentionnée dans le Shulchan Aruch, elle est calquée sur la numérologie qu'on peut retrouver dans le Tour. Le Shulchan Aruch est une table dressée. Quand on dresse la table, on n'amène pas les casseroles. On n'amène pas... Ça dépend. Normalement, on n'amène pas les casseroles à la table. On sert l'assiette, on sert ce qui est déjà... On n'amène pas toutes les épluchures, tout ce qu'on a fait. Aussi, le Shulchan Aruch, lui, a écrit sans donner les références. Il y a des endroits où nanana, il y a des endroits nanana. Mais attends, tu plaisantes ou quoi? Avec tout ce que toi tu as répondu à cette accusation terrible, que chaque fois qu'un auteur il a écrit sans mettre les lois, tu as donné, fondé la référence aux lois, tu écris un livre où il n'y a pas les références, qu'est-ce qu'il répondrait? Ben, les références, où on les trouve, les références de chacun du Shulchan Aruch? Dans ce qu'il a mis dans le Beth Yosef sur la même loi. Puisque dans le Beth Yosef, c'est-à-dire son commentaire sur le Tour sur la même loi, il donne la référence talmudique. Et il met le tour du sujet avec le comparatif de toutes les opinions, depuis le Talmud jusqu'à la fin du Moyen-Âge, de tout ce que tout le monde a pu écrire, de manière
décisive et fondamentale sur le sujet. Aussi, Rabbi Yosef Karo ici ne donne pas ses références. Cependant, quelqu'un qui veut connaître les références de la loi, il ne peut pas l'avoir ici. Il ouvre le tour et le Beth Yosef, et là-bas, non seulement il apprend l'opinion du tour, qui est fondamentale, parce que des fois, elle est la même manière que le Shulchan Aruch tranche, mais en regardant le Beth Yosef là-bas, on fait une petite plongée sous-marine dans l'océan, où on voit à la fois Talmud, à la fois Rambam, Rif, Roche, à la fois les décisions, les confrontations, et la manière qui a amené l'auteur du Shulchan Aruch à prendre les positions qui sont les siennes dans le Shulchan Aruch. De même, ce que déjà, souvent, le Darkei Moshe, le Rav Moshe Isserles, prend position sur le tour pour dire s'il est d'accord ou non, eh bien là, il va mettre ce qu'on appelle la mappa. C'est le nom de son commentaire, la mappa sur le Shulchan Aruch. Il y a une table et il y a une nappe. Comment est-ce qu'il a écrit ce texte? Il faut savoir quelque chose d'extraordinaire. À la même époque où Rabbi Yosef Karo était en train d'écrire le Shulchan Aruch, Rav Moshe Isserles, quant à lui, était en train d'écrire la même chose que lui, sans savoir et sans concurrence, selon la numérologie qu'il y avait dans le tout. Il était en train d'écrire les lois que lui pensait trancher, selon ses critères, c'est-à-dire considérer aussi, qu'on a dit tout à l'heure, d'autres sages du Moyen-Âge, le Motri, le Rashba, le Riva, d'autres. L'histoire raconte, et elle est extraordinaire, qu'il a reçu l'ouvrage de Rabbi Yosef Karo qui devait paraître. Quand il a vu cet ouvrage, qui avait la même vocation que la sienne, c'est de reprendre en 4 catégories, comme le tour l'avait déjà fait, toutes les lois, mais les écrire de manière tranchée, claire, bien. Il a dit, il a fait tellement un beau travail, que je renonce à éditer mon livre, mais je laisse le sien. Par contre, je vais mettre des annotations là où je pense que les opinions de ceux qui viennent des contrées qui sont les nôtres divergent. D'ailleurs, moi je dis en conférence souvent que si Rabbi Yosef Karo il savait que Rav Moshe Isserles il allait écrire ce qu'il allait faire, et que Rav Moshe Isserles il savait que Rabbi Yosef Karo allait écrire, certainement ni l'un ni l'autre n'aurait rien écrit. C'est pour ça que je dis moi aux gens, dans la vie quand on a une bonne idée et qu'on veut faire quelque chose de bien pour l'âme Israël, on avance, on ne regarde pas à gauche et à droite. Au maximum, on sera deux dans la même mitzvah et on s'arrangera. Il ne s'agit pas ici de vouloir vendre ce qui deviendra le best-seller de toutes les maisons juives. Il s'agit de proposer à Israël la possibilité de savoir comment on n'applique la volonté d'Hachem. C'est pourquoi lorsqu'on regarde le Shulchan Aruch, on voit Shulchan Aruch en écriture grosse, le Rama en écriture petite ou en écriture hachée. Et on voit qu'il y a donc deux auteurs qui ont la même vocation. Ils ne mentionnent pas leurs références. Pour connaître leurs références, c'est simple. On regarde le même ouvrage qui était, entre guillemets, la base référentielle de la numérologie qu'ils ont suivie, c'est-à-dire le tout, et là-bas, le Beth Yosef et le Darkei Moshe, c'est-à-dire l'ouvrage de Rabbi Yosef Karo et de Rav Moshe Isserles sur le tout, pour aller depuis le Talmud jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui, en passant par les discussions et les confrontations, aussi bien talmudiques que de l'époque du Moyen-Âge, que du texte de Talmud et Yerushalmi. Quand on parle du Shulchan Aruch, il faut savoir que le Shulchan Aruch, il a eu plusieurs éditions, et le Shulchan Aruch, il a énormément de commentaires. À savoir que dans tous les pays où le Shulchan Aruch est arrivé, les Juifs, les Israël les ont étudiés. C'est partie du Shulchan Aruch. Que ce soit Chaim, Yoredea, Choshen Mishpat, Ben Haezer, toutes les parties du Shulchan Aruch ont été étudiées. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on voit émerger tous ces ouvrages qui avaient été cachés, qui sont aujourd'hui déchiffrés et édités magnifiquement de tous les pays du monde. C'est extraordinaire. Il n'en reste pas moins que pour l'étudiant, entre guillemets, normal, non expert, qui ne peut pas étudier 8 heures par jour la Torah, alors certains ouvrages ont essayé de regrouper la majorité des poskim, des décisionnaires, sur le sujet. On le voit bien, puisqu'on étudie au quotidien le Shulchan Aruch. Il y a des sujets qui sont cités par le Shulchan Aruch, et il y a dans le Shulchan Aruch des points qui ne sont pas mentionnés. Des fois, le Shulchan Aruch parle du cas qui est décidé dans la Gemara,
Et puis il y a le cas qui est entre le premier alinéa et le second du Shulchan Aruch. Comment faire? Là-dessus, il y a une littérature. Il y a le Magen Avraham, le Taz, le Gaon de Vilna, le Be'er Etev, le Sha'arei Teshuvah. Ça, c'est pour la partie de Orach Chaim, des lois de tous les jours. Mais d'autre part, il y a par exemple, quand on étudie Roshel Mishpat, les lois des engagements d'un homme vis-à-vis de son prochain, d'autres ouvrages, comme le Smar, comme le Ktsot HaChoshen, le Nesives, le Netivot HaMishpat, ou d'autres ouvrages encore. Et dans le Even Ezer, il y a d'autres auteurs qui se sont spécialisés que sur cette partie du Shulchan Aruch. Aussi, pour faire le tour d'un sujet, quand on veut être expert d'un sujet, normalement, il faut prendre le temps de tout apprendre. Il ne reste pas moins que lorsqu'on parle de Tour Bet Yosef et de Mishnah Brura, le Mishnah Brura est un commentaire extraordinaire qui a été écrit par le Chavetz Chaim sur une seule des parties du Shulchan Aruch. Une des 4 parties. On a dit qu'il y a Orach Chaim, Even Ezer, Yoreh De'ah, Roshel Mishpat. Nous, quand on parle de Mishnah Brura, on aura bien compris donc qu'il n'y a rien à voir avec la Mishnah. Mishnah Brura, c'est juste Mishnah, un enseignement Brura clair. Le Mishnah Brura est un ouvrage qui vient rétrocéder de manière quasi, on va dire, totale, de ce que les décisionnaires ont pu apposer des annotations, des remarques, ou étayer des sujets mentionnés dans le Shulchan Aruch sur les lois qui touchent la prière, les fêtes et les bénédictions. Sur ce sujet-là, le Mishnah Brura a été écrit. Le Mishnah Brura a des singularités. Il utilise 2 langues qui ne sont qu'une. 2 langues, c'est l'hébreu et l'araméen, qui ne sont qu'une, c'est le langage de la Torah. Le langage de la Torah est toujours mélangé dans le Talmud, dans l'écriture de Rashi ou d'autres, l'hébreu et l'araméen. C'est ce qui fait parfois la difficulté de l'étude et son caractère hermétique quand on n'a pas été, on va dire, introduit dans l'étude du Mishnah Brura, mais c'est ce qui fait aussi sa puissance. Pourquoi? Parce que les principes qui sont mentionnés ici dans un langage qui honore le langage de la Gemara, lorsqu'après on ouvre la Gemara, on retrouve le même langage qui a été utilisé et on est déjà familier aux concepts qui peuvent rester étrangers à ceux qui utilisent des livres populistes où on vient essayer de parler à l'homme du XXIe siècle avec des mots trop modernes qui se détachent du Sinaï. La particularité du Mishnah Brura, c'est qu'il a essayé de restreindre au minimum les pilpoulim, c'est-à-dire ceux qui pourraient embrouiller ceux qui ne sont pas assez avertis. C'est pourquoi, et pour réserver un beau dessert à ceux qui veulent bien étudier, il y a sur le côté le Biur Halacha. Biur Halacha, c'est que parfois quand le Mishnah Brura, par exemple, va ramener 2 opinions sur un sujet délicat et qui va prendre position, lui, il veut que tu retiennes c'est quoi la loi. Donc il te dit, ah, le Magen Avraham qui dit quelque chose et le Taz qui dit autre chose. Et le Ikar, l'essentiel c'est de faire comme le Taz. Il ne va pas te dire pourquoi c'est comme ça que c'est essentiel dans le Mishnah Brura, sinon ça va t'embrouiller. Il dit, ah, il y a le Biur Halacha, regarde le Biur Halacha. Et là-bas, déjà tu étais dans une plongée sous-marine. Il te dit, descends tout au fond maintenant, si tu as envie, tu as le courage. Tu prends une bonne bouchée d'oxygène, et une bouffée d'oxygène, et tu descends, et là, tu vas avoir des choses extraordinaires. Ça, c'est pour les spécialistes, ils aiment boire, extraordinaire. Donc, Sha'ar HaTziyun, pour finir, il vient annoter les références qui sont celles du Mishnah Brura. Parfois, il te dit, certains disent que, d'autres disent que. Pourquoi il te dit certains? Il n'a qu'à te dire qui sont-ils. En bas, il te dit, Taz Magen Avraham, truc, nanana. Si dans chaque ligne de Mishnah Brura, il veut te parler, il te dit, certains disent que, et d'autres disent que, mais il n'y a plus de livre, il n'y a que des références. C'est pourquoi, pour permettre à l'auteur de voir quelque chose de clair, Mishnah Brura, un enseignement clair, clarifié, le Mishnah Brura a utilisé des méthodes qui d'ailleurs ne lui font pas défaut du début jusqu'à la fin de son ouvrage, c'est d'essayer d'avoir un enseignement qui est clair, pragmatique, et qui, on va dire, renvoie soit à des références dans Sha'ar HaTziyun, soit à des démonstrations de ces prises d'opposition dans le Biur Halacha. Chez les Sfardim, certains ont été réticents et retenus à l'étude du Mishnah Brura. La plupart du temps, c'est par ignorance, mais
aussi à cause d'un problème. C'est que, même si le Mishnah Brura, quand il commente l'opinion de Rabbi Yosef Karo, suivi par les Séfaradim, il explique le plus clairement de peut-être tous les auteurs les mots de Rabbi Yosef Karo. Il ne reste pas moins que, premièrement, venant de Radin, c'est-à-dire d'une ville d'Europe de l'Est, et singulièrement lorsqu'il commente les paroles de Ramoshe Isserles, qui est l'auteur suivi par la plupart des Ashkenazim, le Mishnah Berurah, lorsqu'il tranche le fin mot de la halakha, il prend une position qui est la sienne. La sienne, c'est-à-dire celle qui est dans la lignée de ses maîtres. Aussi, l'étude méthodique qu'on propose, nous, c'est que partout où nous pouvons avoir mention de ce que parfois les opinions des Sfaradim dans la loi pratique divergent de l'opinion du Mishnah Berurah, à savoir dans les ouvrages que sont le Rav Chaim Yosef David Azoulay, le Ben Ishraï, Rav Yosef Chaim de Bagdad, le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Kaf HaChaim, le Rav Chaim Sofer, le Rav Ovadia Yosef, le Rav David Yosef, le Rav Mazouz, nous tâchons de nous appliquer à les citer, de manière à ce que plutôt que de manquer la merveille de l'étude du Mishnah Berurah, qui est formatrice, même sur le plan linguistique et thématique, des thèmes fondamentaux et des concepts du Talmud, mais aussi de ce qu'il rencontre, cet ouvrage, de la globalité de tout ce qui a été dit sur le Shulchan Aruch, il n'était pas question de se faire la paresse, de pallier à ce qui peut être la critique du Mishnah Berurah, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au niveau des poskim sfaradim, et qu'à cause de ça, on va rater ce qui se passe ici. Mais au contraire, étudions le Mishnah Berurah, et mentionnons par contre ce qu'il manque lorsque Béhémet, on a des sujets qui, la halakha les maaseh, dans la loi pratique, vont vers diverger les opinions dans la loi pratique pour les Sfaradim de ce que font les Ashkenazim. Voilà un petit peu une introduction pour expliquer ce qui s'est passé depuis Moshe Rabbeinu et expliquer un peu ce qui se passe lorsqu'on parle de Tour, Beth Yosef, Mishnah Berurah, Poskim, à savoir qu'on essaye d'aller savoir dans le temps qui nous est donné, depuis les sources talmudiques de la Mishnah, du Talmud de Jérusalem, en passant par l'époque moyenâgeuse, du Rambam, du Rif, du Rosh, du Beth Yosef, et jusqu'à nos jours, ce que Akadosh Baruch Hu nous demande depuis le Sinaï d'appliquer la halakha ol maaseh. Voilà, je pense, une petite intro qui permettra à ceux qui sont, entre guillemets, soit novices, soit non avertis, d'être avertis. Il s'agit ici d'une portée extraordinaire de pouvoir rétrocéder en peu de temps de choses qui sont extraordinaires et qui portent 3 millénaires d'histoire, de transmission, de la Massoret, de la transmission de la Torah, depuis Moshe jusqu'à nos jours.